Allez, donc rebonjour tout le monde, bonjour à ceux qui viennent de se connecter. On est parti pour un webinar sur la sécurité et notamment autour des produits Cisco de à peu près 1 heure. Je vais essayer de pas trop parler, ce qui n'est pas évident sur un sujet comme la sécurité puisque c'est extrêmement vaste, on pourrait en parler pendant des jours. Mais on va essayer de se faire un petit tour d'horizon, notamment tourner autour d'attaques type ransomware, de comment les produits Cisco peuvent nous aider à améliorer la sécurité et surtout à nous protéger de ce type d'attaque. Et on va voir que justement, on peut mettre plusieurs couches de sécurité. On n'aura malheureusement pas le temps de traiter l'ensemble des produits de sécurité, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces dernières années, Cisco a fait d'énormes efforts autour de la sécurité. Et donc, il y a beaucoup de produits. L'offre est assez vaste et couvre énormément de domaines autour de la sécurité. Donc, on va déjà s'axer sur une partie de ces produits. Et puis, ma foi, si ça vous a intéressé et si vous voulez qu'on aille plus loin, je pense qu'on réorganisera des webinaires pour aller un petit peu plus loin, traiter d'autres produits, d'autres solutions de sécurité et puis au fur et à mesure, compléter toute la stack. Donc, l'idée, c'est que dans un premier temps, je vais vous faire un petit rappel de qu'est-ce que c'est qu'un malware, comment ça fonctionne. On va pas s'éterniser trop longtemps dessus, c'est un sujet assez complexe. L'idée, c'est juste de reposer les bases. Ensuite, je vais vous présenter rapidement les quelques produits Cisco dans lesquels on va parler. Le but, c'est pas de faire des slides interminables. On va faire une petite démonstration avec des mails de phishing, ce genre de choses, un ransomware, et voir justement comment ces produits Cisco le bloquent. Et puis après, je vous montrerai un petit peu les interfaces d'administration. On ajustera en fonction de la durée de vos questions, de là où on en est. Le but étant de ne pas non plus dépasser l'horaire. Alors, est-ce que ça avance? Non. Ça y est. Alors, petit rappel sur les malwares, c'est quelque chose qu'on a tendance un petit peu à banaliser parce que c'est une menace, le code malveillant qui existe depuis des années. Et on a l'impression que quand on parle de menaces informatiques, ça a toujours été ça. Et c'est un petit peu vrai. Maintenant, ça reste un outil toujours très utilisé, toujours très d'actualité. Notamment parce que si je repose très rapidement un réseau d'entreprise dans sa plus simple forme, on va dire, on va retrouver 2 zones. La zone généralement que l'administrateur considère comme externe et qui n'est pas de confiance, puisqu'on n'a que des machines qui ne sont pas maîtrisées par cet administrateur. Et puis la zone interne où là, théoriquement, on a des postes managés et donc théoriquement, il n'y a pas de menace. Et c'est vrai que du coup, pour un quelconque attaquant au sens large, que ce soit un employé malveillant, que ce soit un externe, que ce soit un hacker de je ne sais quel pays, que ce soit un concurrent, son objectif va être de tenter, alors je vais essayer de mettre le pointeur, il est là, voilà, va tenter de se placer plutôt dans le réseau interne, et le meilleur moyen pour se placer dans le réseau interne pour ensuite réussir à faire l'ensemble de ces attaques, ça peut être voler de l'information, ça peut être justement mettre un ransomware, ça peut être tout un tas de choses. Eh bien, le meilleur moyen, ça va être justement de passer par un malware qu'il va envoyer à ses victimes via du phishing, via différentes choses, on va en parler un petit peu, et ce qui va lui permettre d'avoir le contrôle d'un PC dans le réseau interne. Et du coup, c'est pour ça que le code malveillant, malgré le fait que ça existe depuis des dizaines d'années, au final, c'est toujours d'actualité, c'est toujours très utilisé, et on le voit en ce moment avec le ransomware. C'est quelque chose euh, qui est toujours très présent. Alors moi j'aime bien en général, avant de parler de malware, de ransomware, de tout ce genre de choses, c'est faire un petit rappel sur les vecteurs d'infection. Et il y en a 3 grands. Alors ça pourrait être sympa si vous participez un petit peu. Est-ce que quelqu'un saurait me dire la différence entre ce qu'on appelle un trojan ou cheval de Troie, un virus et un ver? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lance? C'est l'interrogation du matin. Allez, je vais essayer de répondre à la question. Le Trojan. Alors le Trojan, qu'est-ce qu'il fait lui? Généralement, il rentre
Pour moi, ouais, c'était un petit peu la même, un petit peu tout ce qui était trojan vert, un petit peu la même chose. Avec le vert, potentiellement, peut-être un effet de propagation sur le réseau en plus, avec la possibilité, eux, de prendre le contrôle sur les machines à distance, par exemple, des choses comme ça. Le ransomware, c'est généralement du codage, du cryptage des informations qui sont sur les disques d'un PC et propagation sur un réseau. Voilà. Alors, il y a un petit peu d'idées. Ouais. Il y a un petit peu d'idées, notamment ce qui m'a intéressé dans ce que tu as dit, c'est le vert et notamment cette histoire de propagation par le réseau. En fait, la différence entre les trois, c'est vraiment la manière dont ils vont infecter la machine. Au final, qu'ils permettent de prendre le contrôle ou qu'ils aillent chiffrer les données, qu'ils aillent les détruire, ça, à la limite, peu importe. C'est un code malveillant. Donc derrière, c'est juste l'imagination de l'attaquant. Par contre, la différence entre les trois, c'est vraiment ce vecteur d'infection et cette manière de propager ou non sur le réseau. Par exemple, quand tu donnais l'exemple du verre. Donc si je rappelle rapidement, le premier, le plus simple, c'est le Trojan. L'idée, en fait, c'est de s'inspirer de ce qui s'est passé en termes de mythologie avec le cheval de Troie. C'est de tromper l'utilisateur en lui faisant croire que c'est un programme qui est légitime, alors qu'en réalité, c'est un code malveillant. Le Trojan, c'est assez dangereux au final, non pas parce que c'est quelque chose de complexe, mais parce que c'est extrêmement facile à coder et qu'il y en a énormément. C'est l'immense majorité des codes malveillants et des malwares, le Trojan. Pourquoi? Parce que n'importe qui avec quelques notions en code peut coder un Trojan. Il lui suffit juste de coder un code qui fait une action malveillante et de l'envoyer à quelqu'un en lui faisant croire que c'est un code légitime. Donc je vais prendre des exemples. Vous codez un petit programme, vous le mettez sur une clé USB. Sur cette clé USB, vous collez une étiquette portant le nom de l'entreprise cible. Vous allez à l'accueil de l'entreprise et vous dites bonjour madame, excusez-moi, j'ai trouvé cette clé USB dans la rue, elle semble appartenir à votre société, je vous la dépose. 9 chances sur 10, il y a quelqu'un dans l'entreprise qui à un moment va prendre cette clé USB et va se dire tiens, c'est quoi ça? Va la brancher. Si dessus vous avez mis des noms de fichiers un petit peu croustillants, que va faire la personne? Elle va cliquer. Et sauf qu'en fait, ce fichier au nom croustillant, c'est tout simplement un code que vous avez fait qui est malveillant. Donc vous voyez, vous avez utilisé la technique du cheval de Troie pour faire croire à l'utilisateur que c'était légitime. Vous pouvez passer aussi par des emails de phishing. Vous allez envoyer un fichier Excel contenant les salaires de l'entreprise, alors qu'en réalité, il y a juste une macro dans ce fichier Excel qui va exécuter du code malveillant. Donc c'est quelque chose d'extrêmement facile à faire et extrêmement répandu, puisque du coup, c'est la majorité des malwares. Après, un petit peu plus complexe, on va avoir le virus, qui lui, en termes de vecteur d'infection, il va se propager. Le Trojan, lui, il s'exécute et c'est tout, il fait son action. Le virus, il se propage. Si je reprends l'exemple du Excel avec la macro, quand l'utilisateur va recevoir ce fichier Excel qui contient les soi-disant salaires de toute la société, il va l'ouvrir. Au lieu de juste exécuter le code malveillant, avant, ce qu'il va faire, ce Excel, c'est qu'il va scanner la machine, les partages réseau, etc., à la recherche d'autres fichiers Excel sur lesquels il va injecter sa macro d'infection. Du coup, on n'a pas juste un fichier Excel qui est infecté, mais après l'ensemble des fichiers Excel qui le sont. Et dès qu'il y aura un de ces fichiers Excel qui sera envoyé, par exemple, à un partenaire, le partenaire se fera infecter également. Donc le virus, il a cette notion de réplication qui est assez importante et qui le rend évidemment beaucoup plus dangereux, mais aussi beaucoup plus difficile à coder, puisqu'il va falloir coder ce système de réplication, de scan, d'injection dans d'autres fichiers. Ça peut être d'injection sur des exe, ça peut être d'injection dans des Excel, ça peut être d'injection dans des Word, etc., dans des PDF, pourquoi pas. Il y a tout un tas de moyens. Et en plus, vous pouvez même aller encore plus loin avec des virus type polymorphique. Alors là, c'est carrément des virus qui vont, à la volée, modifier la façon de présenter leur code, ce qui fait qu'ils vont essayer de se cacher par rapport aux détections de signature des antivirus, ce qui fait que chaque fichier Excel infecté aura un code différent, pourtant ils font la même action. Et enfin, le plus rare, entre guillemets, et peut-être le plus dangereux, c'est le vert, puisque lui, il ne va pas se propager par infection de fichiers, mais il va se propager carrément par le réseau. Donc là,
c'est beaucoup plus dur à arrêter et ça peut avoir une vitesse de propagation extrêmement rapide. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est un malware qui va scanner le réseau à la recherche de machines et il faut que ces machines aient une vulnérabilité. Donc, généralement, le ver, il vise une vulnérabilité en particulier. Par exemple, ça peut être les partages de fichiers d'imprimantes sur Windows. Tiens, voilà. Il y a une vulnérabilité dans les partages d'imprimantes sur Windows. Mon malware, qu'est-ce qu'il va faire? Il va scanner le réseau à la recherche de machines Windows qui auraient la vulnérabilité sur le partage d'imprimantes. Et grâce à cette vulnérabilité, ils vont tenter d'exécuter du code sur ces machines. Donc lui, il est propagation automatique et encore plus dur à arrêter puisqu'il n'y a aucune action de l'utilisateur, contrairement au virus et aux trojans. Et un bon ver peut faire plusieurs centaines de milliers de machines infectées en quelques heures. Voilà. Donc là, ça peut être assez violent, on va dire. Et généralement, c'est beaucoup moins ciblé aussi un ver, même si c'est pas toujours vrai. Et après, peu importe en fait cette méthode d'infection, le code malveillant va faire des actions. Et une des actions, ça peut être le ransomware. Donc le principe, c'est quoi? C'est de chiffrer des données pour les prendre en otage en échange d'une rançon, c'est-à-dire qu'on va demander à la personne qui a été infectée de payer pour récupérer la clé de déchiffrement et pour récupérer ces données. Donc si la personne n'a pas de backup, eh ben, pas le choix que de payer. Donc ça, c'est une des actions malveillantes qui peut être faite par un malware, mais en soi, ça pourrait être aussi pour créer un botnet, c'est-à-dire que le but, c'est de prendre le contrôle de la machine, et là, à l'inverse du ransomware, où le but, c'est que le ransomware, ça soit très vu pour que les gens payent, le botnet, c'est surtout qu'on ne me voit pas. C'est j'utilise la machine, mais il ne faut surtout pas que l'utilisateur soit au courant que je suis en train d'utiliser sa machine. Et derrière, les équipes de hacking qui vont se créer des réseaux de botnet, le but, c'est qu'ils aient des milliers, voire centaines de milliers de machines à disposition pour leur demander des actions. Ça peut être attaque tel site web, ça peut être craque tel mot de passe, ça peut être tout un tas de choses, récupérer des cartes bleues et des logins mots de passe sur les machines, et ainsi de suite. L'idée, c'est que le hacker qui contrôle le botnet a une grosse puissance de calcul. Miner du Bitcoin également, par exemple. Une des actions les plus classiques, évidemment, c'est la destruction de données, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont tendance à préférer à détruire avec un ransomware plutôt qu'à détruire pour détruire, puisque comme ça, il y a une demande de rançon en face. C'est un peu plus intéressant. Maintenant, dans un jeu de concurrence d'entreprise, la destruction de données fait toujours perdre de l'argent aux concurrents et c'est toujours quelque chose qui arrive, même si c'est plus rare. Après, évidemment, vous avez un malware qui va voler les données pour révéler, ça peut être des mots de passe, comme ça peut être des brevets, tout un tas de plans, etc. D'une entreprise. Et puis, l'altération de données, ça c'est assez difficile des fois de s'en rendre compte. Et là, c'est carrément un malware qui va aller modifier des données, et ça peut être modifié de manière assez fine. C'est-à-dire ça peut être un malware qui va aller modifier, j'en sais rien, les salaires des employés, qui va aller modifier des données comptables dans l'entreprise, qui va aller carrément changer des procédés de fabrication dans une usine en allant altérer un système. Et par exemple, par cette simple altération de données, tous les modèles qui vont sortir de l'usine vont être défectueux et vont devoir avoir un rappel, et puis mauvaise image de l'entreprise, etc. Ça peut être modifier, j'en sais rien, les RIB d'une société partenaire, ce qui fait que quand ensuite on va payer le partenaire, en fait on va payer le hacker. Voilà. Et puis j'ai mis un etc. Pourquoi? Parce que le malware, c'est juste un code malveillant, et là c'est à l'imagination de chacun de ce qu'il a envie de coder de plus ou moins malsain, on va dire, comme action. Ce qui compte, c'est surtout qu'on a 3 vecteurs d'infection et autant d'idées derrière qui peuvent être effectuées.